Avant de parler de silence, je voudrais d'abord remettre en contexte et parler de la situation actuelle quand même qui se déroule à l'est du Congo. Donc depuis dimanche, donc il y a des attaques du mouvement du M23, donc mouvement qui est créé et soutenu par le Rwanda, et des troupes rwandaises qui ont attaqué la ville de Goma. Donc c'est une ville qui se situe à l'est du pays, dans la province du Nord Kivu, et qui est à la frontière avec le Rwanda, donc à peine 10 km du Rwanda. Et avant cette attaque de la ville de Goma, les troupes armées du Rwanda et du M23 étaient déjà autour de la ville, occupaient déjà d'autres territoires, comme la ville de Sake, qui est aussi dans la province du Nord Kivu. Et des attaques avaient eu lieu aussi dans le sud Kivu, avec des déplacés, de près de 200 000 déplacés selon le HCR. Donc ça veut dire que Goma est dans une situation avec 2 millions d'habitants qui compte dans ses alentours à peu près entre 400 et 600 000 déplacés autour de la ville, et donc qui est pris au piège par l'armée rwandaise et par le M23, mais aussi des groupes armés qui viennent de l'Ouganda. Alors, la situation actuelle à l'heure d'aujourd'hui, alors certains parlent d'un contrôle de Goma par le M23 et par les troupes rwandaises. Alors effectivement, moi j'ai reçu encore un dernier message aujourd'hui à midi disant que la ville de Goma était contrôlée majoritairement par le M23 et les troupes rwandaises. Ceci dit, il y a encore des quartiers qui sont sous le contrôle des FARDC, donc FARDC, c'est-à-dire l'armée congolaise, et des Wazalendo, c'est-à-dire un mouvement de la société, un mouvement de la population qui vient en soutien à l'armée congolaise. Alors c'est aussi une guerre médiatique, donc il faut aussi faire très attention quand on parle de contrôle total de la ville de Goma, parce qu'on veut aussi décrédibiliser donc l'armée congolaise, les FARDC, mais aussi la population congolaise. Donc il y a déjà 2 jours d'ici, on disait que Goma était contrôlée par le M23 et l'armée rwandaise. Or, il y a des combats qui sont menés. Donc l'armée congolaise ne s'est pas retirée de Goma. Alors maintenant, justement, revenir sur le silence silence international, le silence de la communauté internationale, le silence aussi de politique en Belgique, mais aussi d'une grande part quand même aussi de la société civile. C'est d'abord dire que le Congo, c'est un pays qui est riche en minerais, donc voilà, ce n'est plus une révélation, donc riche en cobalt, en cuivre, en or, en coltan, en tantal, et c'est ce qui sert dans les batteries, les téléphones, les voitures électriques. Et donc ces richesses sont convoitées par les pays occidentaux parce qu'ils veulent des minerais à bas prix. Et avoir des minerais à bas prix, ça implique aussi de déstabiliser le pays, de créer l'instabilité. Et donc créer l'instabilité au Congo, empêcher aussi d'autres concurrents que les pays occidentaux. Et donc là, je pense à la concurrence entre les États-Unis, l'Union européenne et d'un autre côté la Chine. C'est aussi empêcher aussi ses concurrents d'avoir accès à ces minerais. Donc, empêcher d'autres concurrents, créer l'instabilité au Congo, comme ça permet de fragiliser le pays dans ses rapports de force. Ça fragilise le pays dans ses rapports de force lorsqu'il négocie des contrats miniers. Un pays qui se voit subir une guerre comme ici le Congo depuis 25 ans est très fragilisé en termes de rapports économiques et de rapports politiques pour pouvoir négocier des contrats miniers dans son intérêt, dans son avantage. Et donc c'est là la raison principale du silence des représentants des gouvernements aux États-Unis, de l'Union européenne, de la France, de la Belgique, c'est que ce silence en fait serve leurs intérêts. Et donc, même s'il y a ce silence qui existe, de temps en temps, à certains moments, on sent qu'ils réagissent parce qu'il y a voilà, la pression internationale. Il y a maintenant aussi avec les réseaux sociaux, on montre ce qui se passe et donc il y a une obligation, ils sont poussés à réagir. Comme on l'a vu ici ces derniers jours, que depuis dimanche avec l'attaque de Goma, eh bien, on a comme ça toute une série de représentants qui réagissent. Et on voit que c'est une hypocrisie totale. C'est une hypocrisie totale parce que, par exemple, quelqu'un comme Al-Jalabi, qui est ancienne ministre des Affaires étrangères belge et qui est maintenant commissaire européenne, a parlé d'une aide humanitaire de 60 millions de l'Union européenne pour les populations de l'Est du Congo. Le président français dit qu'il veut la fin des hostilités. Le ministre des Affaires belge parle d'une situation totalement inacceptable.
Or, ces pays même qui maintenant disent aujourd'hui, voilà, situation inacceptable, il faut la fin des hostilités, ce sont ces pays qui se sont tus pendant plus de 20 ans, avec de temps en temps aussi des réactions comme on a maintenant, mais ce sont des pays qui invoquent alors la paix, pour soutenir la coopération militaire avec le Rwanda, qui invoquent et qui reprochent au Congo de ne pas mener la paix. Et donc souvent ces pays qui en fait font la guerre n'invoquent évidemment pas et ne disent pas qu'ils font la guerre. Ce qu'ils disent, c'est on est là pour la paix. Lors de la réunion du Conseil de sécurité qui a eu lieu, il y a eu plusieurs réunions depuis dimanche, mais donc il y a la réunion qui a eu lieu dimanche au Conseil de sécurité, le représentant du Rwanda, par exemple, lui disait c'est de la faute du Congo, c'est le Congo qui ne peut pas garantir une paix dans la région. Et on le voit avec Israël, si on fait la comparaison, Israël qui bombarde Gaza et qui détruit, qui commet un génocide, invoque la paix. Les États-Unis et l'Union européenne, pour justifier les attaques sur Gaza, invoquent aussi la paix. Et donc, il y a toute une manipulation comme ça, une grande hypocrisie qui, en fait, est là pour servir les intérêts de ces grandes puissances et qui permet alors de déstabiliser complètement le pays. Et donc, c'est vraiment les faiseurs de guerre, en fait, qui invoquent soi-disant la paix pour coopérer militairement avec le Rwanda, pour avoir des accords militaires avec le Rwanda, pour pouvoir dire au Congo qu'il est de mettre en place des accords, etc. Au niveau de la société civile et au niveau aussi des partis politiques, que ce soit en Belgique ou en France, mais je pense qu'il y a aussi une sorte de difficulté à appréhender ce qui se passe, liée aussi à ce qui est véhiculé sur la guerre. Donc, on a vraiment une propagande qui est faite et qui a été très bien construite par le Rwanda, mais aussi très bien construite par les gouvernements européens, États-Unis, qui donne l'impression que cette guerre est complexe, qui donne l'impression que c'est une guerre interne, qui donne l'impression... Tu dis ? Qui donne l'impression que c'est une guerre ethnique aussi. Qui donne l'impression que c'est une guerre ethnique, et donc que ce n'est pas une agression, que ce n'est pas une agression de troupes étrangères, et donc ce qui fait que ça rend tellement complexe qu'il y a, je pense, une frilosité aussi de la société civile, une frilosité aussi des partis politiques de gauche de pouvoir condamner cette agression armée sur un territoire qui est souverain, et donc de venir avec des arguments un petit peu parfois qui en fait remettent en question aussi la souveraineté du Congo. Or, je pense qu'il faut vraiment sortir de là et sortir aussi de cet ancrage, de ce discours dominant qui vient dire que la guerre au Congo est complexe, qui vient dire que c'est une guerre ethnique, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, toute guerre est complexe, et toute guerre produit aussi des guerres internes. Donc, oui, quand il y a une agression étrangère, oui, effectivement, il y a aussi sur place des troupes et des parties de population qui se créent et qui se battent entre elles. Ça, c'est le propre en général des guerres qui viennent avec des troupes étrangères qui viennent. Ça crée le chaos dans le pays. Est complexe, mais la complexité n'empêche pas que le droit international, la Charte des Nations Unies prévoit qu'il y a lieu de respecter la souveraineté des États et qu'il ne peut pas y avoir d'agression armée par un pays sur le territoire d'un autre pays. Ça, c'est la base même. C'est la base même de la paix, la notion même de la paix qui a évolué au cours des années par rapport au moment où la Charte des Nations Unies a été adoptée, mais c'est l'absence de guerre et donc l'absence de venir militairement, l'absence d'agression armée d'un pays par un autre pays. Ça, c'est ce qui doit être la base. Ici, c'est pas de guerre, pas d'agression armée. Ce n'est pas prévu par le droit international, c'est interdit par le droit international et ça, c'est ce qui doit unifier et mettre vraiment la priorité pour la société civile
en Europe, aux États-Unis aussi, et dans les politiques de gauche en Belgique et en Europe. Les actions pour la paix doivent se multiplier. Donc pour la paix au Congo, mais pour la paix aussi dans plein d'autres pays. On a la Palestine, il y a le Soudan, parce que je pense qu'on manque vraiment d'un large mouvement pour la paix, que ce soit en Belgique ou en France. Voilà. Il ne faut pas de revendications sélectives non plus pour la paix. Il y a eu aussi beaucoup de silence autour du Congo, lié à des stéréotypes qui ont été créés, à du racisme qui a été ancré aussi en Europe et en Occident. Et donc, il n'y a pas besoin non plus de condescendance, certainement pas, mais vraiment revenir sur la paix, sur des mouvements qui luttent en faveur de la paix, parce que maintenant, c'est devenu, réclamer la paix, c'est devenu même quasi, on est devenu plutôt radical quand on réclame la paix. C'est assez dingue. Mais l'Europe, les États-Unis sont responsables du financement des guerres militaires et des guerres économiques. Les guerres sont militaires, mais elles sont économiques. Donc, il ne s'agit pas, avec un mouvement pour la paix et de lutter pour la paix, de venir en aide aux pays, en aide dans le sens, tiens, on vient apporter la bonne parole et on vient apporter comment dire, un peu notre condescendance comme ça. Non, non. Il s'agit de dire que, voilà, ici en Europe, quand on est en Europe, en Belgique, on est aux États-Unis, nos gouvernements financent des guerres et on élu des politiques qui mènent des guerres, des agressions armées et qui sont contraires à la Charte des Nations Unies et qui violent les droits humains. Et donc, on a besoin de ça, d'un large mouvement pour la paix. Et dans l'immédiat, pour le Congo, les autorités congolaises, lors des différentes réunions au Conseil de sécurité, donc, ont réclamé le retrait des troupes militaires du M23, des troupes militaires rwandaises, mais aussi des sanctions à l'égard du Rwanda. Donc, on doit mettre dans l'immédiat la pression pour que ces troupes armées étrangères, Rwanda, mais aussi Ouganda, qui violent l'intégrité territoriale du Congo, qui violent sa souveraineté, se retirent du Congo dans l'immédiat. Parce que c'est ce retrait qui va arrêter les violations les plus graves des droits humains, les souffrances, les blessés. Donc, on ne peut pas, comme la commissaire européenne Adja Habib a parlé, de parler seulement d'aide humanitaire. Parler d'aide humanitaire sans réclamer l'absence de guerre est un non-sens humainement. C'est la fin de la guerre qui permet aussi d'atténuer les violations des droits humains. Parce qu'il y a cette tendance aussi à mettre en avant, on apporte l'humanitaire, on vient au secours, etc. Mais non, il faut arrêter vraiment et mettre fin à cette guerre. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait un retrait des troupes étrangères sur le territoire congolais. Alors, un autre aspect aussi, c'est que, j'en ai parlé tout à l'heure au début, c'était l'instabilité politique. La guerre qui est menée au Kivu, donc dans le nord, Kivu principalement, mais qui va aussi au sud, Kivu, donc à l'est du Congo, et c'est plus au sud du Congo, ça crée une instabilité politique et économique. Cette instabilité politique et économique, elle impacte le rapport de force du Congo. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, dans ses négociations pour les minerais. Parce que depuis 2010, le Congo, il a augmenté sa production industrielle, il est devenu le premier exportateur mondial de cobalt, le troisième de cuivre mondialement. Il produit majoritairement ces minerais de manière industrielle, et ces minerais ne proviennent pas du Kivu. Ces minerais proviennent des régions qui sont plus dans le sud du pays, toujours à l'est, mais du côté des villes de Lubumbashi et de Kolwezi. Ceci dit, le fait même de mener cette guerre au Kivu, ça crée une instabilité pour le pays et ça empêche le pays d'avoir un bon rapport de force pour négocier la vente de ces minerais. Et donc là, il faut bien faire attention aussi par rapport à, quand on parle de minerais de sang ou quand on parle de boycott aussi par rapport aux minerais, il faut faire attention aussi que le pays a aussi besoin d'avoir des partenaires pour développer son économie et a un droit sur ses ressources naturelles. Le droit souverain sur ses ressources naturelles, c'est son droit d'en user et de pouvoir négocier avec les partenaires qu'il souhaite, dans son intérêt. Et donc, le pillage des minerais au Kivu crée cette fragilité aussi pour cette partie des minerais qui se trouvent plus du côté de Lubumbashi et de Kolwezi et qui sont des productions plutôt industrielles. Alors, par contre, dans les provinces du Kivu, là, on retrouve aussi des minerais comme le coltan, le tantal, l'or. Et une grosse partie va illégalement vers le Rwanda et ensuite sont revendus sur le marché international. Et là, c'est là qu'on doit bloquer ces exportations de minerais qui proviennent du Rwanda. Le Congo a conclu un partenariat avec l'Union européenne
Mais le Rwanda a aussi, sur les minerais, mais le Rwanda a aussi conclu un partenariat avec l'Union européenne. Et c'est là l'hypocrisie encore totale, en plus de financer militairement de la part de l'Union européenne le Rwanda, c'est aussi des accords économiques avec le Rwanda pour des minerais qui ne viennent pas du Rwanda, mais qui viennent du Congo. Et là, nous devons demander un blocus sur ces minerais et la fin de ce partenariat avec le Rwanda qui contribue à ce pillage des minerais qui se trouvent dans le Kivu, province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et donc voilà, je pense que ces différentes façons, ces différentes revendications et besoins d'agir qui sont imminents. Un mouvement pour la paix et dans l'immédiat pour le Congo, le retrait des troupes étrangères et la fin du financement de la coopération militaire de l'Union européenne avec le Rwanda et aussi de la part des États-Unis, bien évidemment, et puis mettre fin à des partenariats économiques comme celui ici sur des minerais qui viennent du Kivu et qui sont pillés. Et enfin, je voudrais conclure là-dessus, c'est sur la guerre. Faire la guerre, ça coûte. Ouais. La paix, au sens de l'absence de guerre, elle est gratuite. La guerre, elle coûte et elle empêche d'investir dans les soins de santé, d'investir dans la justice, d'investir dans différents accès dans les pays du Nord à des plus de justice, etc., etc. Mais la guerre, l'absence de guerre, la paix au sens de l'absence de guerre, elle est gratuite et c'est le point de départ pour le respect des droits humains au sens large.